Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous vole? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Et on retrouve pour cette addition notre partenaire une semaine sur deux, Xavier Aimant. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Le reste de l'équipe nous rejoint. Mais vous commencez tout de suite par votre édito. Eh bien, pour cette nouvelle chronique de fin de semaine, n'ayant pas réussi à trouver dans l'actualité un sujet un peu léger, j'ai décidé d'évoquer un thème intemporel et en lien avec le nom de notre chère radio, la courtoisie. Alors, vertu et qualité typiquement françaises durant des lustres, élément indispensable de la socialité, qui est l'un des fondements de la civilisation, la courtoisie est en effet sans doute l'une des principales victimes de notre modernité finissante. Mais qui a donc assassiné la courtoisie ? La technologie, sans aucun doute. Cela a commencé avec le téléphone portable, ses sonneries intempestives en tout lieu et en toutes circonstances, jusqu'au théâtre ou au cinéma, ses conversations bruyantes dans l'espace public, ses éclats hystériques et exhibitionnistes. Rupture sentimentale en direct dans le RERB, récit détaillé d'une opération des amygdales dans la salle d'attente du dentiste, et vociférations diverses et variées dans les restaurants et les cafés. Notre vie est si palpitante, si passionnante, qu'elle mérite d'être partagée au plus grand nombre, même et surtout d'ailleurs à ceux qui n'ont rien demandé, mais qui devraient s'estimer heureux et chanceux de pouvoir en être ainsi les témoins. Il est désormais tout à fait banal de discuter avec quelqu'un qui, tout en hochant la tête, consulte son précieux téléphone, ou de voir des tablées de convives parfaitement silencieuses, chacun se consacrant à la rédaction frénétique de messages divers et variés adressés à on ne sait qui, pour dire on ne sait quoi. Par un étrange et ténébreux mystère, la personne derrière l'écran est toujours plus passionnante que celle qui se trouve en face de nous. Quant à la ponctualité, qui fut jadis la politesse des rois, elle a désormais clairement disparu du logiciel de l'esprit moderne, le sacro-saint portable permettant d'annoncer son ou ses retards ou d'éventuellement reprogrammer le lieu du rendez-vous. Mais ce qui a indubitablement posé le dernier clou sur le cercueil de la courtoisie, ce sont certainement les réseaux sociaux. Ce formidable outil de communication qui aura surtout été un magnifique outil de libération de la parole haineuse, insultante, fièrement bête et joyeusement méchante. Sur les réseaux, le moindre désaccord conduit à l'invective, le sarcasme tient lieu de commentaires et l'attaque ad hominem d'arguments. Sous couvert d'un relatif anonymat, très relatif d'ailleurs, chacun se croit autorisé à tenir des propos, à utiliser un ton et un vocabulaire qu'il n'oserait même pas envisager dans un autre contexte. C'est le grand défouloir des frustrés et des impuissants qui trouvent tout à fait normal d'insulter ou de moquer de parfaits inconnus qui, a priori, ne leur ont absolument rien fait et qu'ils ne sont nullement obligés de suivre, de lire ou d'écouter. Mais plutôt que de simplement se détourner ou se désintéresser d'un contenu qui leur déplaît, ou même qui les navre, ils pensent utile, voire même indispensable, de laisser un petit glavio, un petit crachat, une petite injure, une petite insulte. Pas question de débattre, de discuter, d'échanger, non, juste vomir et blesser, ou en tout cas essayer. Sans doute est-ce pour compenser la journée passée à obéir silencieusement et piteusement à son petit chef de service, ou à baisser les yeux dans la rue et le métro. Mais ce n'est pas une excuse. Un homme, ça se tient et ça se retient, même planqué derrière un clavier d'ordinateur. Or, soyons en désaccord, soyons opposés, soyons adversaires, voire ennemis, pourquoi pas, mais restons décents, restons courtois. Merci Xavier Aimant pour cet édito. Et puis on passe à la suite de l'addition avec le reste de l'équipe. L'addition.
On va commencer par réagir à votre chronique. C'est vrai que ça nous sort un peu le nez de l'actualité, ça fait du bien. Merci Xavier Aimant. Et on va commencer peut-être par noter ce que vous pointez à la fin de votre chronique, ce paradoxe qu'il y a entre un peuple qu'on peut qualifier de plus en plus de mouton, un peuple qui se plie à tout, au port du masque aberrant quand on est debout, mais pas assis, aller se faire piquer pendant le Covid, et puis voilà, qui gobe sans difficulté tout ce qu'on veut lui asséner, et qui d'un seul coup retrouve une forme de courage et de candeur dès qu'il se trouve derrière un écran qui est assez fascinante. Est-ce qu'on pourrait en être rassuré d'une certaine façon en se disant que cet esprit critique et puis presque râleur du français n'a pas disparu, il est juste dans une autre dimension? Oui, alors... moi, c'est pas l'esprit râleur ni contestataire qui me dérange, vous le pensez bien, c'est plutôt la forme que cela prend. Je trouve qu'il y a une certaine facilité, pour ne pas dire une certaine lâcheté, à en effet utiliser immédiatement et très facilement des termes très violents. Je suis très surpris de la hargne du moindre débat sur Internet. Ça prend tout de suite des dimensions très violentes, très personnelles, etc., etc. Et donc cet aspect me gêne, qu'il y ait des gens qui se défoulent entre guillemets sur Internet. Bon, c'est malheureusement le jeu, mais je pense qu'il faut garder quand même une forme de tenue et de retenue, et de se dire, la personne à qui on parle, c'est une personne en chair et en os, et est-ce que je lui parlerais de la même façon si je l'avais en face de moi, dans un dîner, dans une soirée, etc. On voit bien que c'est pas le cas. Moi, j'ai fait, par exemple, un grand nombre de conférences. Ça arrivait régulièrement qu'il y ait des gens qui interviennent pour dire qu'ils étaient en désaccord sur tel point, qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Et on en débattait. La même chose sur Internet. Aujourd'hui, ça aurait donné espèce d'abruti. Il faut être le dernier des crétins pour dire des choses pareilles, avec 3 smileys faisant des lois d'honneur. Ça, c'est un peu gênant. Et je pense que ça profite pas au débat et à l'échange d'idées et à un débat relativement constructif, si ça peut exister. On en profite pour demander aux auditeurs qui nous écoutent de rester courtois dans les commentaires. Il y a certains qui parfois l'oublient et nous lisons vos commentaires. Donc s'il vous plaît, soyez courtois. C'est quand même Radio Courtoisie ici. Marie Falicon. Oui, la question qui peut se poser aussi derrière, c'est celle peut-être de l'anonymat sur les réseaux sociaux, parce que vous l'avez dit, est-ce qu'il parlerait de la même manière, d'une certaine manière, on peut aussi poser cette question dans le cadre de l'anonymat, justement, même s'il faut garantir la liberté d'expression. C'est vrai que par exemple dans le cadre de la lutte contre le harcèlement notamment, effectivement l'anonymat sur les réseaux sociaux peut poser des véritables problèmes. Oui, alors comme je le disais, il est en effet très relatif, parce que les services concernés trouvent très très rapidement qu'il se cache derrière un pseudonyme. C'est vraiment un anonymat de façade. Quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique va pas pouvoir aller plus loin, mais quelqu'un qui est un peu doué dans ce domaine, donc en plus c'est un faux anonymat. Les gens qui pensent qu'ils risquent rien derrière leur ordinateur, il faut leur dire tout très clairement, vous trompez, et gardez ça aussi en tête. Ça peut avoir des conséquences. En plus, rien ne s'efface sur Internet. C'est-à-dire qu'on peut vous ressortir, et c'est d'ailleurs souvent le cas dans les débats ou notamment vis-à-vis de certains candidats aux élections, on peut retrouver des propos que vous avez eus il y a 10, 15 ans, etc. Et donc ça aussi, il faut le garder à l'esprit, de toujours assumer ce qu'on dit et savoir qu'un jour on devra peut-être en rendre compte. Oui, donc, bien sûr. On parle de la technologie, alors on va nous dire qu'on est obsédé. Néanmoins, quand on a abordé le thème de cette édition en équipe très rapidement avant le début de l'émission, il y a quand même quelque chose qui est revenu, c'est que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une certaine population qui n'a pas nos codes de courtoisie, justement, et on le voit, vous parlez des gens qui parlent fort, par exemple, dans les transports en commun. Je pense qu'ici, on a tous fait l'expérience de ces femmes, généralement, africaines, le téléphone coincé dans le niqab à l'oreille et qui vocifèrent. Alors bon, on peut s'en amuser sur le moment parce qu'on n'est pas foncièrement mauvais. Néanmoins, c'est quand même une scène assez emblématique. Est-ce que là, une fois de plus, la différence culturelle la fracture culturelle qui est en train de s'installer en France n'accentue pas ce problème de perte de la courtoisie ? Très, très certainement. C'est en effet quand on met ensemble dans un même lieu, comme par exemple un autobus, des gens qui ont des codes très différents, des codes sociaux différents, ça marche rarement très bien. Malheureusement, je crains que ce soit assez généralisé, que ce ne soit pas maintenant réservé à certaines communautés. Je pense qu'il y a une perte globale
des règles les plus élémentaires de la courtoisie, quels que soient les milieux ethnoculturels et je dirais même les milieux sociaux. Moi, ça m'arrive de passer en bus devant un lycée parisien très coté. Ouais. La façon dont se comportent les élèves, ça n'a pas grand-chose à envier, je pense, à un collège de Trappes. Hein. Donc, leur façon de parler, extrêmement vulgaire, la façon dont ils s'imposent aux autres voyageurs, etc. Donc, c'est malheureusement, je pense, c'est peut-être presque plus grave parce que c'est général. C'est ça qui est inquiétant et on le voit un peu dans tous les domaines. Vous entrez dans une boulangerie, vous voyez, il y a des gens qui sont au téléphone, qui s'interrompent même pas pour commander ou pour parler au vendeur ou à la vendeuse. C'est totalement délirant. Et ça nourrit cette tension permanente et cette crispation, le mot est un peu fort, mais cette haine de tous contre tous, parce que personne se comporte de façon juste, décente dans sa vie quotidienne. Personne, j'exagère. Heureusement qu'il y a encore quelques résistants, mais c'est vraiment quelque chose qui fracture et qui fragilise, je pense, le fameux vivre ensemble. On a aussi l'influence, quand vous parlez de la technologie, au-delà des réseaux sociaux, de tous les jeux vidéo, les films, même les vidéos qu'on peut voir et qui circulent en ligne aujourd'hui, même la musique. On peut parler de l'influence du rap qui aujourd'hui propose en même temps ces profils particulièrement discourtois comme étant les nouveaux profils justement dont il faudrait s'inspirer. C'est des gens qui ont l'air sympas, on aimerait leur ressembler, enfin pas... A priori, pas sur cette antenne, mais dans la rue, voilà, les jeunes aujourd'hui, leurs inspirations, ça va être ces espèces de caïds qu'on leur propose dans les clips de rap. Oui, c'est sûr qu'il y a une influence délétère de plein de choses. La figure du voyou est extrêmement valorisée. Ouais. Et à l'inverse, on ringardise la courtoisie. Moi, ça m'est arrivé de croiser des gens qui se moquaient d'un de leurs camarades parce qu'il s'exprimait de façon il dit ouais, tu parles comme un dictionnaire, t'es un bouffon, et c'était en fait la personne qui parlait à peu près correctement, qui était polie, qui était stigmatisée, comme on dit aujourd'hui, par le groupe. Donc forcément ça tire pas les gens vers le haut. Donc ça c'est un travail de longue haleine, je dirais, pour rattraper le chemin perdu. Mais à mon avis on n'en parle pas souvent parce que il y a des problèmes sans doute plus grave, mais ça participe encore une fois, je pense, au délitement général de la société. Oui, puis la courtoisie, c'est quand même une part importante de notre culture française. Est-ce que l'équipe va encore réagir, Maëlys ? Oui, moi je remarque une certaine ghettoisation, si je puis dire, des discours de jeunes parisiens, par exemple, lorsqu'on se rend devant les établissements scolaires, notamment assez prisés du 16e ou du 7e arrondissement de Paris. On voit des jeunes qui crachent par terre, qui se comportent vraiment comme des racailles. Alors que c'est des jeunes qui sont très certainement issus de familles assez aisées, avec, j'ose espérer, certaines valeurs et une certaine éducation. Donc c'est vrai qu'il y a un réel décalage entre leur quotidien. Oui, voilà, ils se sentent rebelles par un fanatisme inexpliqué pour des rappeurs de cité qui ne sont évidemment pas comme eux, entre guillemets. Oui, et puis le vocabulaire, la dissémination du vocabulaire de banlieue dans le langage le plus courant, c'est fascinant. Même dans la sphère politique. Quand vous voyez les gens qui sont en effet issus des beaux quartiers, dire wesh, frérot, à longueur de phrase, c'est quand même assez alarmant. Mais ça, c'est aussi une démission globale, c'est une démission parentale déjà. Parce que malheureusement, le fait d'être issu d'un milieu favorisé économiquement, aujourd'hui, c'est plus forcément synonyme de bonne éducation. Il y a beaucoup de jeunes aisés qui sont totalement délaissés par leurs parents sur la question de l'éducation. Donc, c'est ça, démission parentale, démission aussi du corps professoral, qui est déjà du mal à enseigner ces matières. Donc, il se dit, je vais pas encore en plus leur apprendre les bonnes manières. Je suis pas là pour tout gérer de l'éducation des enfants. Et donc, on se retrouve en effet avec ces caricatures de Jean-Édouard qui parle comme un rappeur du sud de la France. On salue Jean-Édouard. Nous avons notre Jean-Édouard maison. S'il nous écoute, bonjour à lui. Xavier Aimant, on passe à la suite. Maintenant, on va parler du Mercosur. Est-ce que vous pourriez commencer peut-être par nous donner votre avis justement sur le sujet ?
Alors donc le Mercosur, c'est un énième traité de libre-échange entre donc l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Alors ça focalise en ce moment beaucoup l'attention du fait évidemment de la mobilisation des agriculteurs qui dénoncent à juste titre d'ailleurs de façon tout à fait légitime, comme le disait d'ailleurs Philippe Vardon dans son intervention précédente, sur cette question-là, puisque en effet on va pouvoir importer des produits qui sont soumis à des normes beaucoup plus légères que celles que l'on connaît en France. Donc c'est encore une difficulté supplémentaire pour notre agriculture qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Alors ce qu'il faut dire pour être honnête, c'est que le Mercosur ne concerne des quotas assez limités. C'est pas porte ouverte totale, il y a des quotas qui sont fixés, notamment pour la viande bovine, etc. Donc ça va pas totalement écraser le marché, mais c'est encore un petit clou de plus sur le cercueil, j'espère pas, mais en tout cas dans les difficultés que connaissent notre agriculture. Pour moi, déjà, je suis pas un grand libre-échangiste sur le plan économique, donc je condamne évidemment. Je suis opposé à ce traité. Malheureusement, j'ai pas un poids très important dans les négociations, mais je trouve que ce Mercosur, c'est un peu aussi l'arbre qui cache la forêt, parce que les difficultés de l'agriculture française, elle dépasse très largement ce seul problème. On est face à une situation dramatique de probable ou de possible disparition pure et simple de l'agriculture française, donc de notre souveraineté alimentaire. Et c'est fondamental. Et je trouve qu'on prend le problème un peu à la légère. On a l'impression que l'agriculture, on en parle en effet seulement quand il y a les tracteurs qui bloquent les routes. Sinon, ça n'intéresse personne, alors que ça devrait être un sujet central, vraiment central, fondamental. Notre souveraineté alimentaire, c'est la base de toutes les autres souverainetés. Donc, si on ne peut plus nourrir notre peuple et si on dépend des autres pays pour ça, on aura beau avoir des avions, des belles usines, même des missiles nucléaires, on ne sera plus autonome et souverain. Donc c'est vraiment un sujet fondamental. Les chiffres sont tout à fait alarmants. D'ici 10 ans, 50% des agriculteurs auront cessé leur activité, auront l'âge de cesser leurs activités. Et la grande majorité ne sera pas remplacée. La moyenne d'âge des agriculteurs en France aujourd'hui, c'est 53 ou 54 ans. Donc on voit qu'il y a un vieillissement inquiétant, il n'y a pas de renouvellement, les petites exploitations disparaissent, c'est tout à fait tragique et on attendrait des réponses nationales, des réponses politiques un peu plus fortes que signer à chaque fois un petit chèque pour calmer les ardeurs des paysans jusqu'à la prochaine crise. Ça fait résonance, c'est ce que nous disait Philippe Vardon il y a un instant. Et alors du coup, je vous prouve, chers auditeurs, que nous lisons vos commentaires. Jean Gerfaux sur YouTube écrit « C'est la première fois que j'écoute Ligne droite sur YouTube. J'ai mon cœur qui a vibré en écoutant le discours de Philippe Vardon. Vive nos paysans, vive la France !» Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle un peu moins. On va revenir sur tous les enjeux économiques qui se cachent derrière ce traité avec le reste de l'équipe. Mais quelque chose dont on parle moins, c'est cet amour qu'ont les Français aussi pour leurs paysans et leur paysannerie. C'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de la culture française et qu'on devrait aussi défendre pour cet aspect-là, Xavier Aimant. Tout à fait, et c'est vrai qu'il y a un attachement sentimental très fort et très justifié des Français envers leurs paysans. Leur terroir. Leur terroir. Ce serait bien que cet attachement sentimental s'exprime de façon plus concrète. Notamment quand ils font leurs courses, par exemple. Je pense que c'est un moyen assez simple que tout le monde peut mettre en place, c'est de choisir avec attention ses produits, de privilégier les produits fabriqués en France, etc. Et ça, ce serait déjà une marque, parce que c'est très joli de mettre des mots d'encouragement sur Internet, etc. Il faut évidemment le faire, mais ça, c'est un acte concret et qui n'est pas fait de façon massive encore pour le moment, même si en effet parfois les produits français, parce qu'ils sont de meilleure qualité, sont un peu plus chers. C'est là où on voit si on veut exprimer de façon efficace et efficiente cette fameuse solidarité avec nos paysans.
Moi, sur ce sujet, effectivement, alors le gouvernement sur le Mercosur, c'est vrai, a fait une sortie un peu étonnante, c'est-à-dire que ils ont, enfin, un geste un peu étonnant, c'est-à-dire qu'ils ont inscrit donc mardi prochain, 26 novembre, à l'ordre du jour, un débat et un vote sur le Mercosur. Sauf qu'on sait que de toute façon, c'est acté à l'Europe d'une certaine manière. La France a beau s'y opposer, que ce soit la ministre de l'Agriculture actuelle, que ce soit Emmanuel Macron ou l'ensemble des parlementaires. Ils sont, je crois, 600 à avoir écrit une tribune adressée à la Commission européenne justement pour leur demander de reculer sur ce sujet. On peut s'en féliciter, mais pour autant, on se pose la question, à partir du moment où la France a laissé sa souveraineté l'a abandonnée aux mains de l'Europe, a-t-elle encore voix au chapitre ? Alors ça, c'est une vraie question. Alors c'est vrai que c'est intéressant de voir que pour une fois, il y a un vrai consensus, on va dire, protectionniste. C'est quand même une grande nouveauté. Et ça ne manque d'ailleurs même pas d'un certain sel, si je puis dire, parce que tous ces gens-là étaient des promoteurs du libre-échange, de l'ouverture des frontières, du marché tout-puissant, etc. Donc, ce retour en arrière vers, en effet, des positions plus protectionnistes et de défense des intérêts français est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, en effet, c'est est-ce que la France a encore les moyens de s'imposer en Europe ? Est-ce que malgré cet unanimisme, le traité ne va pas passer ? Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc là, ce serait un camouflet quand même terrible pour la France, et ce serait la preuve qu'on n'a plus notre destin véritablement en main, s'il fallait encore une preuve de cela, mais ça risque d'être très difficile, parce que l'Allemagne, par exemple, elle, est très favorable à ce traité, parce que ça va favoriser l'exportation, notamment des automobiles et des pièces auto. Et on va sans doute se rendre compte que l'Allemagne a plus de poids en Europe que la France, malheureusement, aujourd'hui. Et ça va c'est un camouflet. Alors c'est pas encore perdu, mais ce serait quand même une très grande surprise si la France arrivait à faire plier l'Union européenne sur ce sujet. Et peut-être d'ailleurs que ce serait un point de départ aussi pour une remise en question, c'est vrai, de ces instances. On verra. D'autant, hier, Céline Imar parlait dans le Figaro, je crois, et donc Céline Imar qui est députée européenne, et elle expliquait qu'en fait, finalement, le traité de Mercosur, on en parle depuis déjà 15 ans à peu près, enfin c'est dans les débats depuis longtemps, que la France a pendant toutes ces années, alors qu'il y a quelques années, elle avait beaucoup plus de poids finalement en Europe, beaucoup plus de poids à Bruxelles, ne s'emparait pas du tout du sujet, et que maintenant nos politiques se réveillent, le gouvernement se réveille en disant non, on s'oppose fermement, mais que c'est un petit peu trop tard. Enfin, la France a loupé le coche finalement là-dessus. Il semblerait. Il semblerait. Et ce qui est intéressant aussi de voir, ça fait en effet 15 ans qu'est négocié ce traité. Il y a eu donc divers gouvernements qui n'ont jamais en effet contesté. Donc on voit bien que quelle que soit la couleur politique des gouvernements, la ligne libérale, libre-échange, marché est toujours maintenue. Les choses importantes, ça bouge pas beaucoup, sauf en effet quand le gouvernement se trouve confronté à une contestation physique, je dirais, là, et on essaie de tirer les marrons du feu, mais il est un peu trop tard. Il est évident que de toute façon, même si on gagnait sur ce coup-là, le problème est plus général. Le problème, c'est est-ce qu'on va rester enfermé dans une économie de plus en plus libéralisée, de plus en plus ouverte sur des traités de ce genre, parce qu'il y a le Mercosur, c'est le dernier toute une série de traités du même genre qu'on a eu avec à peu près toutes les zones du monde, hein, le CETA, l'accord l'ALENA, etc. On multiplie ces accords-là. Est-ce qu'il faut rompre avec cette logique-là ? Il faut rompre globalement avec cette logique-là et revenir à un protectionnisme raisonné, si on veut, je pense, à durablement défendre les intérêts français, et pas ponctuellement, juste quand on sent qu'il y a du remous sur le terrain. On va passer au dernier sujet, puisque le temps file. Xavier Aimant, vous vouliez nous dire quelques mots sur l'Ukraine, et plus précisément la position de Biden vis-à-vis de la situation justement entre la Russie et l'Ukraine. Oui, alors ça, ça pourrait être presque amusant si c'était pas aussi dramatique. C'est cette espèce de course en avant de Joe Biden, donc le président battu, oui, c'était pas lui qui était candidat, mais enfin le président sortant, on va dire, mais qui est encore en poste pour quelques semaines ou quelques mois. C'est vraiment, on a l'impression, c'est le mauvais perdant qui veut savonner la planche de son successeur,
en faisant une course en avant extrêmement dangereuse sur le drame de la guerre en Ukraine. C'est assez inquiétant. Alors j'espère que ça n'aura pas des conséquences dramatiques que ça peut avoir. Mais c'est vraiment un jeu très dangereux et on a l'impression vraiment que Donald Trump ayant dit qu'il allait régler plus ou moins rapidement le problème de l'Ukraine, ce qui serait extraordinaire, hein, ce qu'on souhaite évidemment tous, on a l'impression que Biden a dit en fait je vais tout faire pour que ce soit impossible, qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible après moi. C'est vraiment après moi le déluge, et donc il y a cette première décision qui est d'autoriser les frappes sur le territoire russe avec du matériel longue portée américain. Donc on est quand même pas très très loin d'une quasi-déclaration de guerre. Ah oui. Et il y a aussi, ça je l'ai appris plus récemment, la livraison massive de mines antipersonnelles aux Ukrainiens. C'est-à-dire là, on passe dans une phase de guerre sale, quoi. Les mines antipersonnelles, c'est quasiment interdit dans le monde entier. On a lutté pendant des années. Il y a eu des campagnes internationales contre ces armes qui sont en effet dramatiques parce qu'elles laissent des traces pendant des années, des dizaines d'années sur les terrains. Même après les conflits, pendant des années, il y a des enfants, des paysans, etc. qui sautent sur ces mines. Et là, le président de la première puissance mondiale, phare de la démocratie, etc., envoie des chargements entiers de mines antipersonnelles en Ukraine, sans que ça gêne grand monde apparemment. Je trouve ça assez délirant, et même moi qui ne suis pas un très grand Trumpiste, je me dis quand même il est temps vraiment qu'il arrive rapidement. Vous pensez que Biden est capable de savonner la planche, comme vous dites, volontairement, ou bien est-ce que c'est simplement dans la lignée de tout ce qu'il a pu déjà faire durant son mandat ? Il y a une accélération très claire. Ouais. Donc, moi, ça me semble quand même correspondre. Le calendrier suspect, correspond. C'est au moins suspect d'être une intention de ce genre, en tout cas pour Biden, dans ses quelques moments de lucidité par jour. On peut réagir aussi par rapport à l'actualité, la façon dont elle nous a été présentée en France, justement. Donc, je l'ai déjà dit durant la matinale, je me suis amusée à écouter les titres hier soir sur les journaux télévisés, et on nous explique que Vladimir Poutine est prêt à engager la Troisième Guerre mondiale, qu'il menace avec l'arme nucléaire. On a du mal à nous présenter tout ça comme étant la réaction à quelque chose d'antérieur, Xavier Aimant. De toute façon, le débat sur l'Ukraine est complètement biaisé dans les médias français. Il y a une démonisation de Vladimir Poutine, dont on n'est pas obligé d'être un grand admirateur, mais qui doit être traité comme un président élu d'une grande puissance. Et si on voulait vraiment trouver une solution à cette terrible guerre qui est une boucherie invraisemblable, et dont d'ailleurs l'Ukraine aura sans doute énormément de mal à se relever, c'est pas en insultant l'un des protagonistes et en le rejetant quasiment du camp de l'humanité que l'on peut trouver une solution apaisée. C'est vraiment jeter de l'huile sur le feu. Ces gens-là sont devraient rendre des comptes, quoi. Parce qu'en fait, ils pérorent dans les studios et sur les plateaux de télévision, mais derrière ça, il y a des centaines, il y a des milliers de morts, de plus en plus jeunes. On a vu que l'Ukraine a baissé l'âge de la conscription pour les départs au front. Je trouve ça totalement irresponsable. Les bellicistes, qu'ils soient d'un camp ou de l'autre, sont des gens que je considère comme des criminels. Ouais. Et bien souvent, ils sont pas sur le terrain, donc c'est pratique. Ah bah oui, en général, ils sont même très éloignés. Ouais. La guerre par procuration, c'est toujours une belle guerre. Si Trump se désengage du conflit, aujourd'hui, on voit l'opposition de la plupart des dirigeants européens, justement vis-à-vis de Trump et de tout ce qu'il peut représenter. Est-ce que vous pensez que si donc les États-Unis se désengagent, l'Europe suivra le mouvement, ou bien est-ce que par opposition à Trump et à Poutine en même temps, on va simplement se retrouver pris dans un étau, à pas suivre le désengagement des États-Unis, en même temps continuer à affronter une Russie contre laquelle on n'a peut-être pas forcément les armes nécessaires? Oui, alors je pense que vous l'avez dit, je pense que l'Europe n'a pas les moyens. Ouais. L'Europe n'a pas les moyens et l'Europe est divisée.
c'est plus du tout la même situation qu'au début du conflit où il y avait un relatif unanimisme. Là, les pays ont donné beaucoup, ont participé lourdement à l'effort de guerre ukrainien. Les opinions publiques commencent un petit peu à dire faudrait peut-être calmer un peu le jeu et se préoccuper de nos problèmes plutôt qu'envoyer des milliards dans cette guerre que plus personne ne comprend et à laquelle on ne voit pas d'issue. Donc je vois mal l'Europe faire cavalier seul. Ce qu'elle devrait faire, c'est justement se mettre à la table des négociations et jouer les intermédiaires pour arriver à un traité de paix qui soit le moins mauvais possible pour les deux protagonistes. Et vous pensez qu'on a encore ce pouvoir d'influence ? Je pense que c'est le moment ou jamais de regagner justement cette autonomie vis-à-vis des États-Unis et de reprendre une place dans le jeu géopolitique dont on est de plus en plus exclu. C'est l'occasion ou jamais. Si on la rate, on sortira encore un peu plus de l'histoire. Cette actualité brûlante, ça nous rappelle aussi la position de la France sur le terrain militaire. Vous le disiez, par exemple, l'âge de la conscription en Ukraine a diminué. Aujourd'hui, si la France s'engage ouvertement dans le conflit, on imagine assez mal les jeunes Français prendre les armes. Ça nous rappelle que sur ce terrain-là aussi, en ce moment, ça va pas fort pour la France. Oui, ça risque d'être compliqué. On sait que notre puissance militaire n'est plus ce qu'elle a été, que nos matériels sont pour un certain nombre très anciens. On a tous entendu ces histoires où pour un char en état, il y en a 3 qui servent pour les pièces détachées. On s'est aussi affaibli en livrant énormément de choses à l'Ukraine. On a une capacité de munitions qui est très limitée. Donc non, on n'a pas une puissance militaire très forte. Notre grande puissance, c'est notre force nucléaire, mais je pense qu'on n'envisage quand même pas d'en arriver à cette extrémité-là. Donc, en effet, est-ce qu'on a même les moyens de notre politique je crains qu'aujourd'hui ce soit plus le cas et que ça devrait être, en fait, au niveau européen, il faudrait relancer l'idée d'une véritable défense européenne, indépendante de l'OTAN, et qui mettrait les moyens d'avoir justement, pour le coup, une autonomie militaire vis-à-vis de tous les impérialismes, qu'ils soient d'ailleurs russes ou américains. On va terminer sur ces mots, Xavier Aimant. Alors, il nous reste 20 secondes. J'en profite pour vous dire, chers auditeurs, que la semaine prochaine, nous ferons la promotion du Salon du Livre qui aura lieu dimanche prochain, si je ne m'abuse, donc le 1er décembre. Voilà, on vous y attendra nombreux. On vous en redira plus durant la semaine. On va recevoir des auteurs qui seront présents sur ce salon. Une fois de plus, une bonne occasion de soutenir les projets qui vont à l'encontre de toutes les choses qu'on peut vous proposer dans les médias de grand chemin. On vous en redira plus, mais voilà, l'annonce est passée. Merci beaucoup Xavier Aimant d'avoir été avec nous pour clore la semaine. Et puis on vous retrouve dans 15 jours. Avec plaisir.